Bonjour à tout le monde, Carlo Beauperrin, je suis enseignant d'EPS, d'éducation physique et sportive, en collège et en lycée. Et en fait, voilà, on m'a demandé de présenter la recherche-action que j'ai menée dans mon établissement, qu'on a intitulé ici « Faire entrer les émotions au collège ». Et donc, voilà, je vais vous partager le travail qu'on a mené en équipe et je répondrai à vos questions par la suite. Alors, en fait, je vais fonctionner sous forme de questions-réponses. Enfin, les questions qu'on m'a posées, je vais y répondre à travers le PowerPoint qui est ici. Donc, on a mené avec une équipe de mon collège un projet sur les émotions et on m'a demandé du coup quelle était la source de ce projet et comment on s'est organisé pour qu'il puisse se réaliser. Alors en fait, ce projet, il émane au départ du fait que j'ai passé un diplôme universitaire dans une université dans les neurosciences éducatives. Et du coup, dans le cadre de ce diplôme universitaire, on nous a demandé de mener des actions. Et moi, tout de suite, je me suis orienté vers la recherche-action, c'est-à-dire la recherche dans un établissement, en action, donc comme vous l'entendez à travers ce nom. Et du coup, sur une recherche longue de 3 années, qui a mené une collaboration du lycée avec l'établissement. Et donc, dans un premier temps, il a d'abord fallu que je trouve en amont un chercheur en neurosciences éducatives. Une fois que celui-ci a été trouvé, en fait, il est venu dans mon établissement faire une assemblée générale inaugurale pour présenter ce qu'étaient les neurosciences, et les neurosciences plus particulièrement dans le domaine de l'éducation. Et suite à cette assemblée générale de départ, un questionnaire a été posé aux enseignants pour savoir voilà, quelles étaient les personnes qui souhaitaient se lancer dans cette recherche-action, qui avaient envie de se lancer dans la belle aventure, on va dire. Et à partir de là, 26 enseignants se sont proposés, donc ça représente à peu près un tiers des enseignants de l'établissement. Et dans ces 26 enseignants, bien sûr, qui sont pluridisciplinaires, hein, ce ne sont pas que des enseignants. Il y avait là-dedans des personnels d'éducation, mais il y avait aussi des adjoints de direction. Ils se sont lancés et donc ils ont été accompagnés à la fois par moi-même et bien sûr par le chercheur en neurosciences éducatives et son laboratoire de recherche. Donc voilà, la recherche-action pouvait commencer et donc à partir de là, c'était parti. Alors, quelle était la démarche générale pour aboutir à cette réalisation? Alors du coup, là, je vais vous présenter à travers cette diapo vraiment la méthodologie de la recherche-action, le protocole en fait dans lequel on s'est lancé. Parce que l'idée, c'est que bien sûr, la recherche-action se fasse dans une certaine rigueur scientifique, bien sûr avec l'appui et l'aide de l'université qui est associée à notre établissement. Donc la méthodologie, en fait, reprend la méthodologie d'une recherche classique, on va dire. C'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, on nous a demandé, voilà, en équipe, lors d'une réunion, cette fois-ci avec les 26 enseignants, ce qui posait problème dans notre établissement ou voilà, les constats d'imperfection qu'on pouvait mettre en avant et surtout si on avait une volonté de changement par rapport à ces imperfections-là. Donc, on s'est questionné dans nos pratiques quotidiennes et à partir de là, une thématique des neurosciences est surtout ressortie dans nos échanges et dans ce qui pouvait nous poser problème. Et donc, forcément, le rôle des émotions sur les conditions d'apprentissage nous ont questionnés. Alors, pas seulement dans les apprentissages scolaires, mais vraiment dans les apprentissages dans le sens large. Et donc, voilà, la thématique neuroscientifique était trouvée. Et à partir de là, bah, voilà, on s'est lancé dans le deuxième temps, c'est-à-dire le numéro 2, où là, on s'est vraiment posé voilà, une question initiale de recherche, c'est-à-dire qui partait de nos questions de départ. C'est-à-dire pourquoi on pense que les émotions pouvaient jouer sur les apprentissages, comment elles naissent, ces émotions-là, et surtout, est-ce qu'on peut éventuellement aider les élèves à apprendre, à avoir des connaissances pour mieux gérer, on va dire, ces émotions-là. Donc, toutes ces questions nous ont amené à fournir une question initiale de recherche qui tournait en fait sur l'idée de comment on pouvait permettre aux élèves de susciter, de développer des émotions qui soient favorables à leurs apprentissages et indirectement, bien sûr, par voie de conséquence, comment on pouvait inhiber les émotions qui, elles, étaient plutôt alors, mauvaises, je ne sais pas si c'est le terme, mais tout du moins appropriées. Donc, cette question initiale de recherche, bah, forcément, une fois posée, il fallait chercher à y répondre. Et c'est là, en fin de compte, que bah, on s'est engagé dans la lecture, dans la recherche documentaire, pour pouvoir apporter vraiment des connaissances qui soient communes à tout le groupe. Parce que là, l'idée, vraiment, c'était de constituer et de partager un savoir qui ferait culture commune au sein de ces 26 enseignants, que tout le monde parle bien de la même chose et qu'on ait bien tous les mêmes connaissances autour des émotions. Donc voilà, l'entrée dans cette question initiale de recherche et la recherche documentaire bah, nous ont amené à réaliser une problématique, vous savez, les fameuses problématiques, c'est-à-dire qui nous a amené à émettre des hypothèses, c'est-à-dire des réponses présumées aux questions qu'on s'était posées. Et cette hypothèse
qui tournait en fait autour de l'idée que les élèves, s'ils maîtrisaient des connaissances sur les émotions, est-ce qu'ils arriveraient à les réinvestir, éventuellement pour les aider à prendre des bonnes décisions. Et au-delà du côté personnel, on se posait aussi la question de si on a émis l'hypothèse qu'une formation collective aux émotions pourrait aussi favoriser le vivre ensemble ou le climat de classe, on va dire. Donc voilà, problématique était posée, l'hypothèse était posée, donc à partir de là, on pouvait avancer dans ce protocole de recherche-action. Alors vous avez vu, hein, ça nous a pris quand même une année entière pour pouvoir faire ces premières étapes. Et ensuite, voilà, on est passé au numéro 4, l'année suivante, à la construction de modèles, c'est-à-dire cette fois-ci se poser la question, bon, une fois qu'on a toutes ces connaissances, qu'est-ce qu'on veut partager? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos élèves, en fin de compte? Une fois qu'on avait un peu plus réfléchi à ce qu'on voulait transmettre à nos élèves, par quoi on doit commencer, qu'est-ce qu'on souhaite que les élèves sachent faire et comprennent, surtout pour les aider à avancer avec la lecture de cette problématique. Donc, ça, c'était un gros travail, hein, vraiment, de construction de modèles. Ça nous a pris une année entière par petits groupes. Bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, ou si certains questionnent par rapport à ça, j'expliquerai. Et une fois qu'on aura construit ce modèle, bah, bien sûr, l'année qui a suivi, c'était l'expérimentation. C'est-à-dire expérimenter concrètement avec nos classes. Alors, on avait des classes tests, hein, c'est-à-dire des classes qui vivaient le protocole de recherche, et d'autres classes qui, elles, ne vivaient pas le protocole de recherche pour qu'on puisse, à la fin de ce protocole-là, faire bien sûr une synthèse et qu'on puisse comparer les résultats. Donc voilà, ce qui me paraissait important dans la démarche générale, c'était déjà de vous expliquer la démarche de méthodologie de recherche-action dans laquelle on s'est mis, qui était nouveau bien sûr pour les enseignants. Et là, c'est là que voilà, l'apport du chercheur en neurosciences nous a beaucoup aidé, on va dire. Alors, périphériquement à tout ce que je suis en train de vous dire là, on voit qu'il voilà, y a des petits icônes que j'ai placés à droite ou à gauche. L'idée, c'était bien d'avoir une capacité à expliquer les concepts que l'on utilisait et qui soient communs à tout le monde, comme je disais tout à l'heure. On voulait vraiment dans une analyse systémique, hein, pas seulement auprès des élèves, mais aussi auprès de l'établissement et de ce qui gravite autour. On a appris aussi qu'il fallait faire confiance à nos intuitions. On a souvent des intuitions par rapport à tout cela, et l'idée, c'est de faire confiance et éventuellement de confirmer celles-ci. Et puis, bien sûr, les lectures, les visites dans d'autres structures nous ont aidés aussi dans ce cheminement-là. Donc voilà, donc cette méthodologie de recherche-action, elle s'est faite à la fois avec le chercheur universitaire sur des temps de travail bien précis, et puis à la fois par moi-même, animé par moi-même, sur des réunions entre les réunions prévues avec le chercheur, et à la fois sur des travaux de groupe autonomes, bien sûr, pour pouvoir construire les modèles que je vais vous montrer par la suite, qui arrivent juste derrière. Donc voilà la réponse que je pouvais donner à cette question-là. Alors, est-ce que je peux expliquer concrètement ce que l'on a fait et comment on va le faire? Enfin, du coup, ce que je vais vous montrer là, en fait, c'est vraiment la mise en œuvre des séquences avec nos élèves. Alors, je ne vais pas rentrer trop en détail parce que sinon, il me faudrait beaucoup plus que le temps qui m'est imparti pour vous le présenter. Mais l'idée, c'est de vous donner l'idée générale de ce protocole de recherche. Donc, en fait, on a souhaité, avec nos collègues, créer le petit train des émotions, donc voilà, qui est illustré ici avec le petit bonhomme dans son wagon. Et en fait, on a créé un cahier élève, une feuille de route pour les élèves, comme on l'a appelé. Et en fait, ce cahier était bien sûr individualisé et propre à chacun des élèves. Et il reprenait toutes les séquences sur lesquelles on a travaillé. Ces fameuses étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure, du parcours de formation qu'on voulait donner à nos élèves. Donc, il y a 7 wagons, hein, de 1 à 7. Et l'idée, là, c'est juste de vous présenter très rapidement ce qu'on entendait dans chacun des wagons. Donc, on a réfléchi, comme je disais tout à l'heure, aux étapes. Alors, il nous a semblé important dans le wagon numéro 1, en fait, de partir des représentations de nos élèves, c'est-à-dire de déjà savoir ce qu'eux connaissent des émotions, voir aussi avec eux s'ils pouvaient déjà les classer, s'ils pouvaient les nommer. Et à travers ce wagon-là aussi, les élèves se sont rendus compte qu'ils ressentaient des émotions qui pouvaient être communes, mais qui pouvaient être aussi différentes entre les élèves. Donc voilà, après ce premier état des lieux, ces bases posées, eh ben, le vrai travail autour des émotions pouvait commencer. Donc on est passé du coup au wagon numéro 2. Donc ce wagon numéro 2, ici, nous semblait important d'amener nos élèves à classer les émotions de façon, on va dire, enfin de classer les émotions en émotions primaires, en émotions secondaires. Donc certainement que ce que je dis là n'étonne pas certaines personnes qui doivent connaître bien sûr cette classification qui peut être remise en cause. C'est celle qu'on a choisie. Donc on partait bien sûr des émotions primaires, montrer à nos élèves qu'il y a certaines émotions qui sont universelles, communes à tous, et qui du coup s'expriment de la même façon, peu importe les cultures ou les lieux où je vis. Et l'idée aussi, c'était de montrer qu'à travers ces émotions primaires, ben, voilà, la gestion, le contrôle de ces émotions-là n'est pas simple. Pour peu à peu, avec bien sûr en grandissant, voir apparaître d'autres émotions qu'on a appelées du coup les émotions secondaires ou les émotions sociales. Et là, en fin de compte, ces émotions naissent au fur et à mesure, on va dire, par la comparaison avec les autres.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à prendre conscience de moi, eh ben, je commence à prendre conscience des autres et je commence bien sûr à voir ce que les autres ont ou moi je n'ai pas, et donc apparaissent des nouvelles émotions. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment dans ce wagon numéro 2 de donner une classification à nos élèves pour qu'ils puissent différencier ces différents styles d'émotions. Donc ça nous a amené ensuite au wagon numéro 3, où là, on faisait vraiment le lien à travers ce wagon des émotions avec le lien avec les apprentissages, c'est-à-dire que les élèves soient amenés à comprendre le lien fort qu'il existe entre leurs émotions et les apprentissages, et bien sûr aussi la performance que l'on peut avoir derrière, c'est-à-dire, voilà, est-ce que les émotions ont une influence sur mes performances ou sur la façon dont je vais répondre favorablement ou pas à une question. Et l'idée, c'était voilà, de montrer ces liens et cette influence forte. Ça a été aussi l'occasion dans ce wagon-là de rentrer dans en fin de compte, des considérations un peu plus anatomiques, c'est-à-dire montrer aux élèves comment ça se passe à la fois dans leur corps, montrer aussi comment les émotions, elles naissent au fait, bien sûr, dans leur cerveau, et puis commencer à donner des premières bases structurelles, par exemple le système limbique ou des choses comme ça. L'idée, c'était que la plasticité cérébrale, notamment, rentre aussi en compte dans tout ce travail avec les élèves, et qu'ils comprennent comment naissent, se développent et éventuellement se diffusent ces émotions-là. Donc voilà, dans ce wagon numéro 3, vraiment ce à quoi on s'est attaché. Alors, je peux comprendre que ça, j'explique peut-être un peu vite, mais on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, dans le wagon numéro 4, là, l'idée, c'était que les élèves, et c'est vraiment un wagon, ils sont tous importants, mais qui a vraiment son importance dans le sens où on amène les élèves à verbaliser, c'est-à-dire à mettre des mots derrière toutes les émotions qui peuvent exister. Et en fait, on voulait vraiment ici que nos élèves se constituent une réelle banque de vocabulaire autour des émotions. Parce que certains élèves, en fin de compte, on se rend compte, on va dire, vont vivre, vont nommer tout ce qu'ils vivent à travers que certaines émotions. Par exemple, voilà, j'ai l'image d'un élève qui était toujours en colère. Pour lui, tout était colère. Ou à l'inverse, pour des élèves, ils sont stressés et tout est stress. Et en fin de compte, ils ne hiérarchisaient pas des niveaux dans ces émotions qu'ils pouvaient ressentir. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir un panel beaucoup plus riche de vocabulaire autour des émotions pour les aider en fait à conscientiser les différentes émotions qu'ils pouvaient ressentir. Et à travers ce wagon numéro 4 aussi, c'était de comprendre que m'aider à mieux vivre avec mes émotions peut aussi m'aider à mieux comprendre celles des autres, comme c'est le travail qui sera fait par la suite avec les autres wagons. Voilà, donc cette banque d'émotions vraiment était importante pour donner une richesse de vocabulaire, on va dire. Ensuite, on passait au wagon numéro 5. Alors là, on était vraiment sur l'identification des émotions des élèves, c'est-à-dire que les élèves apprennent à connaître et aient conscience de leur météo interne. J'aime bien ce mot-là, c'est-à-dire qu'ils essayent de percevoir leur monde intérieur, en fin de compte. Qu'est-ce qui en moi change? Qu'est-ce qui en moi fait que je vais ressentir des émotions que peut-être d'autres personnes ne ressentent pas? C'est vraiment une vision un peu hédoniste du contrôle de soi, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je ressens, comment je peux nommer ce qui m'arrive à l'intérieur de moi. Et à travers, bien sûr, ce qu'il comprend à travers cette identification des émotions, l'idée, c'était que, bien sûr, de donner des stratégies de régulation, de montrer aux élèves qu'ils avaient un pouvoir et une capacité à pouvoir agir sur ces émotions-là pour soit qu'elles s'accroissent ou qu'éventuellement ils diminuent ou qu'elles essayent de les contrôler, je ne sais pas si c'est le mot, du moins les réguler. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Apprendre aux élèves à réguler leurs émotions. Donc, c'était l'objet de ce wagon numéro 5. Alors, une fois tout ce travail fait, il nous a semblé important sur le wagon 6 et le wagon 7 d'ouvrir vraiment encore plus le champ des émotions, peut-être se décentrer un petit peu de soi pour aller vers les autres. Et en fait, dans le wagon numéro 6 notamment, on parlait vraiment de l'image de soi, c'est-à-dire comment les élèves se ressentaient et quelles images ils avaient d'eux. Et en fin de compte, se rendre compte que l'image que j'ai de moi est aussi très dépendante du regard des autres et de l'image que les autres vont me renvoyer. Et donc, par voie de conséquence, que moi-même, je peux influencer l'image qu'ont mes partenaires de classe. Et donc, à partir de là, comprendre l'importance du regard des autres dans les émotions et dans la diffusion des émotions sur un collectif, on va dire. Et enfin, voilà, c'était l'occasion du dernier wagon que l'on a nommé très simplement moi et les autres. Là, on va encore peut-être un peu plus loin sur cette notion d'image enfin, des émotions que je ressens et de celles de mes autres. Et on va vraiment ouvrir cette fois-ci sur l'empathie, en fait, tout le domaine de l'empathie. Qu'est-ce que aider et comprendre les émotions des autres va me permettre aussi voilà, de peut-être favoriser un meilleur climat de classe, une meilleure ambiance dans la classe. C'est-à-dire si je comprends que voilà, si l'autre rougit, mais c'est parce qu'il vit une émotion et que moi-même, je peux la vivre d'une autre façon. Et à partir de là, essayer de favoriser cette empathie collective, on va dire, pour faire avancer la classe dans le bon sens, si je peux me prendre cette expression, tout simplement.
Donc voilà, c'était vraiment là l'idée de vous montrer ce cahier d'élèves, les étapes de ce cahier d'élèves. Alors, concrètement, je ne peux pas vous montrer tout le cahier parce qu'il fait beaucoup de pages. L'idée, c'était ici de vous montrer des dessins qui ont été faits par un de mes collègues qui était très doué, qui avait cette capacité-là à pouvoir bien dessiner et exprimer les choses. Donc voilà, vous trouvez en haut à gauche de votre écran la machine à remonter les souvenirs, voilà, qui était l'objet de ce premier wagon sur les représentations. Vous trouverez aussi tout en haut à droite une carte, en fait, des cartes à jouer qu'on a créées avec les différentes émotions qui sont écrites et représentées. Voilà, ce jeu de cartes nous a servi de fil rouge pendant toutes nos séquences, en fin de compte, avec des émotions primaires et bien sûr des émotions secondaires. En bas à gauche, je vous ai juste mis une illustration, en fin de compte, sur un point de vue biologique, du système sympathique et parasympathique, comment on expliquait cela avec nos élèves, avec le jeu des hormones aussi, qui sont favorables ou pas à la diffusion de ces émotions-là. Il y a bien d'autres exemples hein, aussi au niveau du système limbique ou autre. Et au centre de cette diapo, bah, vous retrouvez ici ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur le wagon numéro 5, notamment avec les stratégies de régulation possibles, c'est-à-dire les ballons qui peuvent lui permettre de trouver un second souffle et expérimenter cette boîte à outils dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, comment on a fait, en fin de compte, pour mettre en œuvre tout ce cahier d'élèves, comme je vous disais à l'instant, bah, on s'est vraiment, nous, approprié c'est-à-dire la réforme du collège, alors qui n'est plus nouvelle maintenant, mais l'idée c'était de partir de cette réforme du collège avec le biais des heures d'accompagnement personnalisé pour pouvoir mener ces wagons-là, à la fois sur temps scolaire, hein, bien sûr, sur des heures de cours, mais aussi dans le cadre de petites séquences au sein des cours même. Donc c'est quand même un projet assez lourd, hein, de 18 heures. J'aurai l'occasion d'en reparler pendant le bilan sur l'étendue de ce projet de 18 heures qui se menait en fin de compte sur 6 mois à peu près. Alors, ces illustrations que je vous ai données, qui sont retirées du livret élève qu'on a créé, bien sûr, l'idée, c'était aussi qu'il y ait un espèce de fil rouge dans la classe. Et c'est là ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que tout le travail qui était fait dans le cahier donnait lieu, à la fin de chaque wagon, à un affichage. Et en fin de compte, on peut voir que le petit train des émotions, en fait, évoluait dans le temps, avançait dans le temps. Et en fait, ça nous servait à la fois de fil rouge, pour que les élèves comprennent là où on en est, mais ça permettait aussi aux élèves, et surtout nous, les enseignants, de repartir de ce qui avait été fait en amont. Et à chaque fois qu'on repartait sur un wagon, on repartait de l'affichage qui était fait dans la classe pour dire, bah, voilà où on en est aujourd'hui, voilà ce que vous aviez fait l'autre fois, et voilà ce qu'on va faire par la suite. Et ça nous a permis aussi on va dire, que ce fil rouge soit visuel pour les collègues, parce qu'on était plusieurs collègues à intervenir, et donc certains pouvaient ne pas avoir mené la séquence d'avant, ce qui n'était pas sans parfois créer des difficultés. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc voilà, c'est un affichage qui vous permet peut-être de visualiser un peu plus les travaux d'élèves qui faisaient le lien entre le cahier et la classe. Excusez-moi, Karl. Je Oui, voulais vous poser la question à la fin, mais du coup, ça me turlupine, moi aussi. oui. Et Céline avait posé une question en demandant quel était le profil de l'établissement. Il me semble ne pas l'avoir entendu. Alors, c'est un établissement à l'étranger, c'est un établissement en France Alors, ou ailleurs? excusez-moi, mais c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au tout départ, c'était un établissement français, c'était dans un collège. Et en fait, Mhm. ce travail a été mené avec les élèves de 6e de mon établissement. D'accord. Mais en effet, c'est un oubli de ma part dans ma première Non, il n'y a pas de diapo. souci, mais c'est les Donc, affichages qui m'ont fait penser à l'élémentaire. C'est pour ça que je me suis permis oui. Non, de non, on est vraiment sur demander. la fin du cycle 3, donc 6e, qui fait suite au CM1, CM2. Tout à fait. Bah, très bien, merci. Et ça me permet de rebondir sur le fait qu'il nous semblait important, en fin de compte, de faire ce travail dès l'entrée au collège. C'est-à-dire que les élèves viennent de plein d'établissements différents, de plein d'écoles primaires différentes. Nous, on avait sept classes de 6e dans mon établissement, et l'idée, c'était que, voilà, on essaye de donner ce travail aux élèves dès qu'ils arrivent dans le collège. Donc voilà l'illustration que je pouvais vous faire, on va dire, un peu plus concrète. Et à partir de là, en parallèle de ce cahier d'élèves, il me semble important que vous compreniez qu'on avait aussi créé une feuille de route pour les enseignants, c'est-à-dire un livret, cette fois-ci à destination des enseignants. C'est-à-dire que cette recherche-action, on l'a menée sur deux pôles, à la fois pour les élèves, mais aussi pour des enseignants qui, imaginons, n'auraient pas suivi la formation ou le protocole de recherche dans lequel on était. L'idée, c'était de pouvoir donner un outil clé en main à des collègues qui voudraient suivre ou faire vivre ce parcours à leurs élèves, mais qui n'auraient pas suivi la recherche, on va dire. Donc, du coup, cette feuille de route, c'est un extrait parmi tant d'autres, hein, mais voilà, vous retrouvez bien sûr le titre du wagon, il y a le rappel de la séquence d'avant. Et puis, on a découpé chacune de ces feuilles de route avec les objectifs de l'activité et les consignes pour les élèves. Et les fiches, en orange, la 3A ou B ou C, rappellent les fiches qui sont dans le cahier d'élèves. Donc voilà, l'idée, c'est que un enseignant, avec peut-être bien sûr la possibilité d'intervenir avec d'autres enseignants qui ont fait vivre la recherche, mais puisse s'approprier très facilement les ateliers qu'on a mis en place. Donc là, voilà, on retrouve le wagon à droite et on est bien au wagon numéro 3. C'est la fiche du wagon numéro 3 que je vous présente là.
Voilà, donc je ne vais pas m'étendre peut-être sur ce livret enseignant. Toutes les fiches sont construites de la même façon. Puis voilà, il faudrait avoir en parallèle le cahier élève pour pouvoir faire la logique de ce cahier d'enseignant. Alors, une question qui a suivi, c'est comment mes collègues et ma direction, mais aussi les élèves et les parents, réagissent-ils à ce projet? Alors, en fin de compte, je vais partir sur 3 pôles, les professeurs, les élèves et les parents. Et je dirais que dans un premier temps, les professeurs, mais pas les professeurs de la recherche, en fait, les professeurs qui n'ont pas vécu la recherche, c'est-à-dire les 2 tiers des autres enseignants de l'établissement. En fait, c'est un projet long, donc ça a duré pendant 3 ans. Donc c'est vrai qu'ils ils avaient tout de suite de l'intérêt à ce qu'on proposait, ils se questionnaient, ils voulaient savoir en fin de compte ce que l'on faisait, comment on cheminait. Donc certains, et beaucoup même nous interpellaient, voulaient savoir où est-ce qu'on en était. Du coup, ça fait l'objet de communication en interne pour qu'on puisse ne pas faire un groupe de recherche et les autres. Non, l'idée, c'était quand même qu'on fasse corps toute une équipe ensemble, mais, et qu'on les informe sur l'avancée de notre recherche. Mais à la fois, avec cet intérêt, il y avait aussi un certain scepticisme. Il y a des enseignants qui étaient un peu sceptiques, même s'ils comprenaient bien que gérer l'émotion, ça doit être important. Je ne suis pas sûr que ce soit fondamental. Et donc, voilà, ce scepticisme s'est exprimé aussi à travers différents échanges lors d'assemblées générales ou autres. Alors ça, c'est sur le pôle des professeurs. La réaction des élèves, en fait, quand on a fait vivre ce parcours-là, alors tout de suite, c'est vraiment ce qui a sauté aux yeux, c'est qu'ils étaient très curieux de savoir, en fin de compte, comment eux, ça se passait dans leur corps, les émotions, mais la thématique leur plaisait. Ils avaient cette volonté d'apprendre, donc cette curiosité, cette volonté d'apprendre a amené beaucoup d'enthousiasme chez nos élèves. Hein, vraiment, ils les attendaient, ces séquences-là. En fin de compte, ça leur faisait a priori plaisir de les vivre. Mais voilà, tout n'est pas rose non plus. Faut bien penser que derrière cet enthousiasme, il y a eu aussi des moments où les élèves étaient parfois perturbés. C'est pas simple hein, de se référer à soi, d'aller chercher, en fin de compte, au fond de soi. Ça a éveillé des choses pas faciles chez nos élèves. Et il y a eu des moments aussi où pour eux, c'était pas simple. Donc, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Et puis enfin, au niveau des parents, il ne faut pas les oublier, loin de là. C'était une vraie découverte en fait pour les parents de se rendre compte que sur le cahier d'élèves dont je vous parlais tout à l'heure, ils faisaient souvent la navette entre l'école et les parents. Et en fin de compte, ils faisaient énormément objet de discussions à la maison parce que les enfants revenaient avec leur cahier. Ce qui fait qu'ils parlaient avec leurs parents et les parents ont découvert plein de choses sur leurs enfants, puis ils se sont aussi rendus compte que en fait, leurs enfants ne fonctionnent pas comme eux. Et je pense que c'était quelque chose d'important à prendre conscience, même si ça peut paraître logique, de comprendre le cheminement de son enfant dans les émotions n'est pas forcément le même cheminement que les parents. Donc ça les a questionnés. Et on a eu l'occasion lors d'une assemblée générale et puis pas une assemblée générale, excusez-moi, lors d'une conférence avec les parents, de pouvoir évoquer ce sujet-là avec eux. Alors, qu'est-ce qui a facilité la réalisation de ce projet? Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui l'a gêné? Et puis, en fait, quels sont les ingrédients de la réussite? Alors, c'est vrai que les ingrédients de la réussite, pour moi, je les ai centralisés autour de 4 pôles, mais il y en a un qui est central, et il est au milieu, il est avec le puzzle. C'était vraiment cette idée, en fin de compte, de coopération entre ces 4 pôles-là, qui, pour moi, a vraiment été la réussite de ce projet. Alors, coopération, je vais commencer avec celle qui est en haut à gauche, c'est-à-dire l'établissement, le collège dans lequel je suis. En fait, ce qui a facilité sa réalisation, c'est vraiment le chef d'établissement, qui a été un vrai facilitateur. C'est-à-dire qu'il avait un engouement pour cette recherche, c'est lui qui était carrément ouvert pour qu'elle se déclenche. Et en fait, il y a eu un engagement financier, forcément, avec l'université, mais il y a aussi un engagement organisationnel, structurel, c'est-à-dire qu'il nous a permis de nous donner des temps de travail, des matinées de travail, où on était déchargé de nos cours, en fait, pour pouvoir mener à bien cette recherche. Et forcément, si on est déchargé de nos cours, eh ben, ça a amené les autres collègues à prendre en charge aussi notre enseignement. Et donc, du coup, voilà, c'était vraiment une organisation structurelle qui a été vraiment un facilitateur, et c'est très important. Le deuxième pôle, c'est l'université. Vraiment, cette coopération université-établissement a été très riche et je pense que c'est ça la force de la recherche-action. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une formation du haut vers le bas, c'est-à-dire l'universitaire qui vient dire ce qu'il faut faire au collège. Non, non. L'idée, c'était que l'université avait besoin de nous, parce que nous sommes des praticiens et avait besoin de nos élèves. Et puis nous, on avait aussi à la fois besoin de ce regard de cet universitaire qui nous a permis, en fait, tout simplement de bien rester dans le protocole d'une recherche et ne pas s'égarer, mais aussi nous orienter, bien sûr, parce que c'est pas simple d'être dans une recherche. Donc voilà, ça a vraiment été une richesse, ce co-travail et surtout cette codépendance de l'université et de l'établissement. En bas à gauche, j'ai mis une boussole en fin de compte. Alors, c'est plus pour parler cette fois-ci de mon accompagnement à moi, c'est-à-dire que comme j'étais dans le cadre d'un diplôme universitaire, je faisais le lien vraiment entre l'université et l'établissement. Et ça m'a permis sur 3 aspects de gérer déjà l'organisation,
c'est-à-dire gérer toutes les rencontres, relancer les collègues, prévoir une plateforme de communication, un drive partagé. Et suite à cela, forcément, être dans la communication aussi, en se disant, voilà, c'est quoi une fiche de lecture? Comment on peut partager cette fiche de lecture-là? J'ai créé un journal de la recherche pour que voilà, nos collègues puissent suivre ce journal de la recherche, mais qui puisse aussi être communiqué aux autres enseignants qui ne suivaient pas cette recherche-là. Et donc voilà, cette communication et cette organisation, elle était vraiment nécessaire, je pense, pour que cette recherche puisse avancer correctement. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui va avec l'accompagnement, c'est-à-dire être un dynamiteur, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais tout au moins essayer d'accompagner, de fédérer l'équipe dans ce temps long qui nous amène parfois à être dans une euphorie, on va dire, pédagogique, mais parfois aussi dans une certaine déprime pédagogique, parce que voilà, on passe par des hauts et des bas dans une recherche. Et enfin, en bas à droite, c'est l'équipe. Le point d'interrogation, c'est vraiment l'équipe, dans le sens où voilà, j'ai eu la chance, et on a la chance, je pense, d'avoir eu un groupe d'enseignants qui cherchaient à se questionner. En fait, ils voulaient vraiment remettre en cause leur pratique, ne pas rester dans leur routine. Et vraiment, cette richesse de cette équipe-là, voilà, qui voulait sortir de ses habitudes, de ne pas rester dans des paradigmes fermés, ont cherché à ouvrir leur horizon. Et ça, c'était vraiment une des plus belles réussites, je pense, de ce travail en équipe. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis, voilà, tout n'est pas beau, hein. Il y a aussi bien sûr des choses qui ont gêné cette recherche-action. La première chose, ça serait le temps. Le temps n'est pas forcément toujours un allié parce qu'en fin de compte, rapidement, on est rattrapé par la routine du quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui doivent comprendre ce que je veux dire, les conseils de classe, enfin bref, tout ce qui va, on va dire, couper une année scolaire. Et en fait, voilà, quand le quotidien revient au galop, c'est compliqué de donner du temps à la recherche. Et enfin, le deuxième aspect, on va dire plus difficile, c'était la lecture, le nécessaire passage par la lecture. Et là, on s'est rendu compte, moi le premier, hein, qu'en tant qu'enseignant, c'est difficile de trouver du temps pour lire et pour partager ces lectures avec tout le monde. Mais c'est nécessaire de lire et d'avoir cette culture commune dont je parlais tout à l'heure. Alors, j'ai choisi d'entrer dans la recherche, en fait, cette recherche-là nous fait rentrer par la recherche et pas par la formation. Et pourquoi c'est important de rentrer par la recherche et non pas par la formation? Alors, cette question m'a beaucoup plu parce que voilà, je considère qu'au départ, tout enseignant est chercheur, par principe de base. Quand on est un enseignant, on est un chercheur. On aime se questionner, on aime réfléchir sur nos pratiques. Et je trouve que la recherche que l'on a menée répond vraiment à cette demande-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une formation comme certainement beaucoup de personnes l'ont vécu, à quelqu'un qui vient faire une formation sur une assemblée générale ou une matinée. Il vient, il part et voilà, on se débrouille un petit peu avec les informations qui nous ont été données. Là, vraiment, dans l'idée de la recherche-action, c'est on se pose des questions, mais surtout, on n'a pas la réponse aux questions. Si on avait déjà la réponse, ça ne sert à rien de chercher. Donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas forcément la réponse à cette question-là et c'est ensemble qu'on va chercher, on va partager, on va collaborer, toute une équipe ensemble pour essayer d'amener nos propres réponses, on va dire, et que ce ne soient pas des réponses qui nous soient données de l'extérieur. Donc voilà, j'aime beaucoup cette idée d'intelligence collective. Et je trouve que la recherche action nous a amené cela, ce qui peut être différent d'une formation qui arrive sur un instant T, quelqu'un qui vient, qui peut être un peu décontextualisé de notre établissement, alors que là, on est vraiment contextualisé, on est dans une méthodologie qui est totalement adaptée à notre établissement. Et enfin, la temporalité n'a rien à voir. Une recherche de 3 ans n'a rien à voir avec une intervention sur un instant T qui peut être courte. Donc voilà, cette idée de rentrer par la recherche, pour moi, était très importante. Et c'est comme ça que je la différencie de la formation. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation. Cette dernière diapo, en fait, va être découpée en deux. Tout simplement, on m'a demandé, voilà, quel était pour moi excusez-moi, quels étaient les plus beaux étonnements à travers ce projet? Alors, les étonnements sont sur 3 points. Le plus bel étonnement, je trouve, c'est vraiment cette notion d'équipe. Je voulais vraiment la mettre en avant parce que mes collègues ont montré une dynamique collective qui était vraiment très intéressante. C'était un projet collaboratif, mais à travers ce projet collaboratif, alors, je les ai bousculés, hein, parce qu'on a même été amené à gérer une assemblée générale. C'est eux qui ont mené toute une assemblée générale. Donc, vous voyez, c'est pas simple pour une équipe de se mettre en avant comme cela. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe, c'est ce travail interdisciplinaire qui a été créé. Il y avait des profs de français, d'histoire, de maths, enfin, toutes les matières mélangées. Il y avait, comme je le disais tout à l'heure, du personnel d'éducation, il y avait des adjoints de direction. Enfin, voilà, on a tous travaillé main dans la main dans un même but, on va dire. Et j'ai trouvé ça vraiment beau que cette équipe éducative se mobilise dans un but commun. La deuxième chose qui m'a étonné, bien sûr, ce sont les élèves. C'est-à-dire que les élèves, en fait, cet engouement dont je parlais tout à l'heure, ils aiment se connaître, ils ont envie de se connaître, d'être dans un travail alors, un peu métacognitif, c'est-à-dire la réfléchir sur leur cognition, sur comment ils fonctionnent.
Et ça a permis aussi à des élèves de verbaliser des choses qui n'étaient pas forcément faciles en eux. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé que ce travail-là, pour des élèves qui seraient en difficulté d'apprentissage ou qui auraient on va dire peut-être une carence affective, ça leur a permis en fait d'avoir des codes de lecture d'eux-mêmes qui n'étaient pas si faciles que ça. Et je trouve que ce code de lecture on les a peut-être aidés à mieux lire en eux ce qu'ils étaient, était vraiment voilà, un de mes plus beaux étonnements, tout du moins une plus belle richesse. Et puis enfin, l'école. Il ne faut pas oublier que l'école, ça nous a montré que voilà, l'école peut aussi véhiculer des émotions négatives. Je pense que des personnes voient tout de suite ce que je veux dire. Hein. La notion d'échec, la notion de réussite, c'est pas simple. Et l'école a son rôle à jouer aussi dans ces émotions-là qu'elle véhicule. Et puis, en fin de compte, ça nous a amené à nous décentrer un peu des apprentissages dits fondamentaux qu'on donne à l'école, en pensant que enfin, c'est pas je le pense, j'en suis sûr que la gestion des émotions devient un des apprentissages fondamentaux, au même titre que lire ou écrire. Enfin, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais je trouve que voilà, c'est ça, ça devient peut-être un apprentissage fondamental maintenant dans l'école. Alors, quel bilan après ces quelques années? En fait, le bilan, je vais donner la parole à mes élèves, à mes collègues. En fait, c'est ce que eux disent. C'est-à-dire que après ces quelques années de recherche, voilà, mes collègues disaient chercher, réfléchir, c'est stimulant. Et ils ont adoré ça, on a adoré ça. Mais ce n'est pas non plus tout rose, c'est innover, c'est épuisant. Et la recherche-action, c'est nécessaire, certes, mais c'est long. Et c'est ça qui est compliqué, en fin de compte. C'est comment rester stimulé sur 3 années, rester mobilisé sur 3 années. Certes, c'est stimulant de réfléchir ensemble, mais c'est épuisant et long. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on se fait rattraper par le quotidien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la parole d'une de mes collègues qui m'a dit « je ne peux plus faire comme avant ». C'est-à-dire que je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. Et vraiment, cette phrase-là, je trouve, résume bien ces quelques années de recherche. Au-delà de la recherche, c'est que j'ai découvert des choses que je ne peux plus ignorer et je ne peux plus enseigner comme avant. Et du coup, ça a fait le lien avec une discussion que j'ai pu avoir avec mon chef d'établissement qui, lui, a fait le bilan de ce protocole de recherche et m'a dit, voilà, au-delà de la recherche, je trouve qu'il y a un changement de regard qui a été porté sur les élèves. Et puis, quelque part, c'est influencé dans la manière de faire, dans la pratique des enseignants, ne serait-ce que, par exemple, dans un conseil de classe, de ce qu'on peut dire d'un élève, et voilà, on ne s'exprimait plus forcément de la même façon. Et je pense que le chef d'établissement, lui, a vraiment senti cela. Et c'est intéressant, ce regard extérieur sur cette recherche. Et je terminerai par les paroles de moi, l'accompagnant. En fait, c'était cette première phrase, notamment, que j'ai pu répondre en assemblée générale, où des enseignants étaient un peu sceptiques sur la véracité de notre protocole de recherche, en disant « mais oui, ce n'est pas une recherche fondamentale, comment vous pouvez avoir des résultats concrets, est-ce que vous pouvez dire que mieux gérer ses émotions, ça facilite les apprentissages ?» En fait, cette question, elle est très intéressante parce qu'elle est difficile à vérifier. Mes élèves ne sont pas des rats de laboratoire et en fin de compte, c'est compliqué. C'est pas que dans un protocole de recherche strict où les réponses sont là. Voilà, on fait appel à de l'humain et quand on gère une classe un peu anarchique, ça peut être un peu compliqué de trouver les réponses. Et enfin, je terminerai avec les émotions des enseignants. C'est peut-être quelque chose qu'on a oublié. N'oublions, on a travaillé sur les émotions des élèves, mais où sont les émotions des enseignants là-dedans? Eux, comment laissons-nous les exprimer? Et puis après, les émotions des parents aussi, lors des échanges qu'on a pu discuter ensemble. Bon, voilà, j'ouvrirai dans le sens où ça amène une réflexion sur l'évaluation, forcément. Et puis au-delà de se dire que voilà, s'intéresser au fonctionnement cognitif à l'école, c'est intéressant, ça paraît comme une évidence, je pense, aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout aisé. Et en fait, ça nécessite une information, notamment continue, sur les connaissances scientifiques, cette veille scientifique qui n'est pas facile parce que ça change sans cesse et notre travail qui a été mené à un instant T peut être intéressant, mais doit sans cesse être remis en cause et enrichi des dernières connaissances scientifiques. Voilà, j'en vais simplement terminer en disant une phrase qui n'est pas la mienne. Un établissement qui apprend, ce sont des élèves qui réussissent. Et je pense vraiment que l'établissement dans lequel j'étais, que je suis encore, mais qui s'est rentré dans cette logique d'apprentissage, a forcément nécessairement influencé les élèves et peut-être permis leur réussite dans un certain sens. Voilà, merci de votre attention. Je vais maintenant, si vous souhaitez, pouvoir répondre à vos questions. Et je vais Merci arrêter Karl, mon merci beaucoup. Merci. partage. On a une avalanche de questions là qui arrive sur nos Tant mieux, je ne discussions. les ai pas vues, ça m'arrange. Alors, j'ai tout noté, rassurez-vous. D'accord. Il faut juste que je remette la main sur… Alors, voilà, le forum de discussion avait disparu. Donc, alors, je note la dernière question et je commence par la première question que j'avais notée. Alors là, du coup, c'était une question de ma part, mais vous avez un peu répondu sur la fin. D'accord. Au tout départ, vous avez parlé du projet qui était sur 3 ans.
Oui. donc dès la sixième. Et donc, c'est long, c'est un temps long, et vous avez en partie répondu à ce que je vais vous poser comme question, c'est-à-dire que les enseignants, vous avez eu du mal à les maintenir engagés sur ce projet sur 3 années. Je comprends tout à fait, ce qui est tout à fait normal. Qu'en est-il des élèves? Alors, autant nous, la temporalité était longue parce qu'il y a eu la première année de réflexion, de problématiques, de cette recherche-action, la deuxième année de réalisation de ce livret élève et livret enseignant. Et en fin de compte, les élèves, eux, n'ont vécu que les 6 mois dont on a parlé à la fin. Et en fait, ce temps quand même est assez long, et c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un projet de 18 heures qu'on a mis en œuvre au départ. Et en fait, aujourd'hui, le bilan que l'on en fait, c'est qu'il faudrait réduire certainement ce temps-là, parce qu'en fin de compte, pour les élèves, c'est compliqué aussi de les maintenir pendant plusieurs mois, en fin de compte, sur ce travail-là. Même s'ils sont passionnés, que ça les intéresse, en fait, pour l'avoir refait et retravaillé différemment maintenant, moi, avec ma classe, j'ai réduit énormément la temporalité et surtout même le côté dense. En fin de compte, c'était un travail qui était très, très important. Et bien sûr, après relecture, on enlève, on change des choses. Donc j'ai fait des modifications pour que ce soit plus court. D'accord. Oui, oui, parce qu'effectivement, ouais, enfin, des élèves que du coup, j'imagine qu'ils rentrent en sixième et qu'ils étaient sur le projet jusqu'en quatrième, c'est bien ça? Non, ils le vivaient sur leurs 6 mois de Ah, scolarité. d'accord, ok, pardon, j'avais mal compris. Non, Ok, non, c'est ok, vraiment la d'accord. première partie de leur scolarité. Ok, c'est pour ça que j'avais posé la question. Je pensais que c'était sur 3 ans. Ça me paraissait énorme pour les maintenir. Alors, j'ai eu une remarque très intéressante de. Alors, je n'ai plus le nom, pardon, mais alors, est-ce que vous avez impliqué l'infirmière dans votre projet, l'infirmière scolaire? Alors en fait, quand on a fait cette assemblée générale, c'était ouvert à tout le monde. Donc l'infirmière en fait n'est pas rentrée dans le protocole de recherche parce qu'elle l'a pas souhaité tout simplement. Mhm. Mais du coup, elle nous accompagnait en fait avec des actions qu'elle faisait en parallèle, mais plutôt sur le sommeil, la nutrition, des choses comme cela. Mais pas vraiment, elle n'est pas rentrée dans le protocole de recherche dans la gestion des émotions. Donc je peux pas dire, elle gère forcément les émotions. Vous le savez tous, les infirmières, leur rôle dans les établissements, mais elle n'était pas dans le cœur de la recherche avec nous. Très bien, très bien. Alors, on avait une petite question aussi sur vous, Ah, Karl. d'accord. Euh, Ce projet a-t-il changé? Alors, ça rejoint un petit peu la question à laquelle vous avez tenté de répondre. Ce projet a-t-il changé votre posture, vos pratiques de classe? En fait, enfin, au-delà de ce projet, hein, parce qu'aujourd'hui, les neurosciences cognitives, bien sûr, là, j'axe sur les émotions, mais euh, vraiment, ça a changé ma pratique. Mais depuis, en fin de compte, les neurosciences sont venues renforcer les intuitions que j'avais certainement, enfin pas que j'avais certainement, que j'avais en tant que jeune, et après jeune praticien. C'est-à-dire, j'avais des convictions bien posées. C'est-à-dire, j'étais sûr qu'au fond de moi, il n'y avait pas de déterminisme, que tout le monde était intelligent, on pouvait tous réussir. Et en fin de compte, les neurosciences m'ont permis d'ouvrir ma façon d'être, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'enseigne plus du tout comme j'enseignais au départ. Et ce travail sur les émotions, aujourd'hui, a été un booster vraiment, parce que c'était vraiment quelque chose de très concret, vraiment de très approfondi aussi. Donc, ça a changé ma pratique et ma façon de faire. Et aujourd'hui, oui, oui, ça nourrit. Enfin, d'autres personnes répondraient certainement mieux que moi, mais j'en suis sûr que oui, ça a changé ma façon de voir les choses, ça c'est sûr. Donc, de ce que je comprends, c'est que ce projet-là en question a changé votre façon de voir les choses, mais plus globalement, c'est les neurosciences finalement qui changent votre regard et, Oui, euh, et vous amènent à plus questionner votre pratique. C'est bien ça. oui, parce qu'aujourd'hui, voilà, par la force des choses, je suis devenu aussi formateur, je fais aussi partie d'un groupe de réflexion et de recherche. Donc, vous voyez, Mhm. aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que cela. Mais D'accord. Alors, autre question qu'on a eue, c'est alors les enseignants, parce qu'on a parlé de vous, mais vos enseignants, vos collègues, oui. est-ce qu'ils ont changé, eux, leur façon de gérer leurs émotions? Parce que là, finalement, on parle de la gestion des émotions des élèves, mais qu'en est-il de l'adulte? Et ben en fait, c'est vraiment je vous remercie parce que c'est vraiment la conclusion de tout ce travail-là, parce qu'en fait, compte, c'est vraiment venu sur le tard. Mais à la fin de la dernière année, là, où on a mis en œuvre ce projet, beaucoup de nos collègues ont dit, mais en fait, et moi, mes émotions. Enfin, moi, en fait, je parle beaucoup de celles des élèves, je cherche à, entre guillemets, aider les élèves à mieux gérer les leurs, mais en fin de compte, les outils qu'on leur donnait, qui passent bien sûr par le travail de respiration, de relaxation, enfin, plein de choses qui existent en fin de compte pour pouvoir éventuellement gérer ces émotions, bah, on se les applique à nous-mêmes. Et aujourd'hui, beaucoup de mes collègues ont dit bah, on a peut-être laissé un peu ça de côté et je pense qu'on pourrait ouvrir notre réflexion et certainement nourrir notre projet. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûr, du côté des enseignants parce que voilà, on a tous été jeunes enseignants et même aujourd'hui, et même là, moi aujourd'hui, il faut que je gère mes émotions pour pouvoir vous parler du mieux possible. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il aurait fallu et qu'il faut développer. Ouais. Alors là, il y a une abeille qui est rentrée dans mon bureau, j'ai un petit peu peur, je gère mon émotion. C'est ça, j'essaie de gérer en la nommant. Non, très intéressant. Alors, je continue sur la question suivante.
On avait une question, cette fois-ci, c'est identifié, c'était Marilyn, je crois. Comment les parents ont été impliqués? Vous avez parlé tout à l'heure de l'implication des parents. Donc, dans une slide au départ, notamment, vous voyez les trois composantes. Et donc, les parents faisaient partie de ce projet. Comment ont-ils, pardon, été impliqués? En fait, les parents, au départ, il nous a semblé important déjà de ne pas dire qu'on menait, entre guillemets, une expérimentation avec leurs élèves, avec leurs enfants, je veux dire, pour ne pas biaiser justement cette expérimentation. Donc, en fait, on leur a juste dit que les élèves allaient vivre un projet un peu innovant et qu'on allait leur faire vivre des choses un peu différentes de l'habitude. Donc, ça, il n'y a pas eu de souci. Ensuite, on a bien sûr rencontré les parents pour leur préciser un peu plus le projet, mais sans en donner le cœur, sinon ça allait fausser notre travail. Et après, en fin de compte, le lien s'est vraiment fait à travers le cahier qui devait faire des allers-retours entre la maison et l'école. Et ça nous a amené quasiment à la fin de cette recherche à proposer une soirée à thème en fait autour des émotions. On a fait venir pas que les parents des enfants concernés, mais tous les parents de l'établissement qui le souhaitaient venir assister à une conférence et du coup pouvoir présenter notre travail. Mais mais je pense, et je l'ai mis en conclusion, qu'il aurait fallu certainement s'y réfléchir à comment peut-être encore plus associer les parents. Peut-être qu'ils viennent à la fois nourrir notre projet, et peut-être aussi qu'ils puissent faire des retours peut-être de façon plus régulière, ou qu'on ait un cahier, à la fois avec le cahier d'élèves, un cahier des parents aussi, qui puisse faire la liaison. Mais on n'a pas mené c'est quelque chose à améliorer, je pense. Oui, voilà, il y a toujours à améliorer, mais c'était déjà vraiment pas mal. Donc, de ce que j'ai compris, il y avait un cahier qui faisait la navette avec la maison. Et du coup, ils voyaient des choses que j'imagine n'avaient pas l'habitude de voir Non. à l'école. Non, tout à fait. Et comme je disais tout à l'heure, ça les questionnait forcément. Imaginez quand on parle des émotions, les enfants revenaient chez eux, ils racontaient ce qu'ils avaient vécu dans leurs séquences, de ce qu'on avait pu voir, parce qu'il y avait, alors c'était bien sûr, il y avait du théâtre, il y avait des mises en scène, il y avait des jeux musicaux, il y avait, enfin, Mhm. c'était pas du tout un enseignement, enfin, je sais pas si on peut dire classique, mais où on est assis. Non, là, c'était vraiment des élèves acteurs. Donc, on leur a fait voir des vidéos, ils ont été acteurs eux-mêmes. Donc, ouais, quand on Oui, vit des émotions, on les partage à la maison. Imaginez des sixièmes. Ça devait animer les soirées. c'est sûr. Alors, je poursuis avec une autre question qui, ma foi, me paraît enfin, très difficile. En tout cas, il est très difficile d'y répondre. C'est avez-vous mesuré un impact sur le bien-être des élèves? En Je vous fait, la pose c'est un peu. brute. Ouais, non, mais comme toute recherche, elle doit être évaluée pour pouvoir dire, bah voilà, ces élèves-là. Et en fait, la conclusion de cette recherche, c'est peut-on affirmer que s'il y a eu des effets bénéfiques dans les apprentissages, dans la gestion de leurs émotions dans un sens large? Mais en fait, je ne peux pas répondre parce qu'en fait, créer des critères objectifs pour pouvoir mesurer notre travail, ça a été le plus compliqué. Et en fin de compte, c'est pour ça que j'ai pris un peu l'exemple des souris de laboratoire tout à l'heure, dans le sens où là, bah, c'est de l'humain et ça fait appel au fort intérieur des personnes. Donc, en fin de compte, comment savoir si ce travail, est-ce que c'est grâce à nous qu'ils ont, par exemple, mieux réussi dans leurs apprentissages, mais c'est aussi grâce aux autres, alors comment ils ont vécu les choses, les parents, enfin, c'est très compliqué pour mesurer objectivement ce travail-là, et c'est vraiment une réelle difficulté dans la recherche-action qu'on a menée, c'est comment mesurer objectivement ces résultats-là. Alors, moi, je peux que vous dire que oui, intuitivement, j'en suis persuadé que ce travail a été très bénéfique et les collègues le disent, les élèves le disent, à travers un questionnaire qu'on a donné pour comparer entre classes. En fin de compte, il s'avère que c'est plus positif le rapport aux émotions et la gestion dans leur travail, mais est-ce vraiment que grâce à notre recherche? Non, ça serait peut-être un peu prétentieux de le penser. Mais De toute oui, façon, c'est il est très positif difficile de parce qu'il nous a mesurer sorti. ce genre d'impact. C'est très compliqué. Mm. Alors, question alors, sur laquelle vous avez en partie répondu, je pense. On nous a demandé donc, dans le chat quels outils avez-vous conçus. Donc, je sais qu'au début, vous avez parlé notamment de la banque d'émotions qui, moi, m'a particulièrement intéressé. Il y avait aussi ce cahier navette dont vous venez de parler. Alors, Mm. est-ce qu'il y a d'autres outils que. Alors, on peut aussi parler des outils que vous avez présentés au départ, donc des fiches à destination des enseignants. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous avez créés pour ce projet? Alors en fait, bah, il y a le livret élève dont je parlais tout à l'heure, là, Mhm. qui est celui-là, hein, d'accord. À côté de ça, il y a le livret enseignant qui est celui-là. En fin de compte, c'est deux outils-là qui ont été créés, mais après, à l'intérieur de ces outils-là, bah, on a créé voilà, pour le droit à l'image, on a vraiment tout créé nous-mêmes. Tous les dessins ont été créés par un de mes collègues. Les mises en scène c'est des collègues qui se sont fait filmer. Tout ce qui a été théâtralisé aussi a été créé par mes collègues. Donc au final, il y a beaucoup d'outils qui ont été créés pour que ça émane que de notre Oui, conception à nous, on va dire. d'accord. Je ne sais pas si je Ouais. réponds bien, mais Non, non, mais de toute façon, c'est ce qui me semblait, c'est que vous avez déjà répondu au départ sur un certain nombre d'outils que vous avez mis en place. Voilà.
Bon, on va enchaîner sur la question suivante qui va peut-être vous faire sourire. Votre travail a-t-il débouché sur une thèse? En fait, le travail que j'ai mené et forcément tout ce que je vous redis aujourd'hui, en fin de compte, ça a été l'objet de mon mémoire de recherche. C'est-à-dire que dans le cadre de mon diplôme universitaire, il fallait que je présente un mémoire qui pouvait être un mémoire de recherche fondamentale ou qui pouvait être un mémoire de recherche-action. Et donc forcément, tout ce travail que j'ai fait a débouché à ce mémoire de recherche-action qui m'a permis de valider mon diplôme universitaire, mais non, ce n'était pas une thèse. Alors, alors, je l'ai peut-être manqué, mais vous ne l'avez pas précisé, même si j'en connais la teneur. Quel était ce diplôme universitaire que vous suiviez? Il était intitulé Neurosciences et apprentissage tout au long de la vie. Donc c'était un D'accord, diplôme universitaire dans les neurosciences. très bien, parfait. Alors, une question intéressante aussi qui vient de tomber de Sophie. Y a-t-il eu des outils d'évaluation? Alors là, En on en fait, parlait tout à l'heure en disant que l'évaluation est compliquée, mais est-ce qu'il y a quand même eu des outils pour vous aider à évaluer telle ou telle chose durant ce projet? l'outil qu'on a utilisé a été la création d'une enquête, en fin de compte, qu'on a posée à nos 7 classes de notre établissement. Et dans ces Mhm. 7 classes, il y en avait 3 qui avaient vécu le protocole de recherche et 4 qui n'en avaient pas vécu. Donc, en fin de compte, on a créé une enquête pour les élèves, pour les parents, pour les enseignants. Et en fin de compte, on a comparé, alors, pas tellement celle des enseignants, mais surtout celle des élèves, les résultats entre eux pour qu'on puisse plus objectivement dire les bienfaits de cette recherche. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on a constaté que c'était, entre guillemets, bénéfique pour les classes qui avaient vécu ce projet-là, mais de là à nous attribuer toute la réussite, je prendrai des pincettes, comme je disais tout à l'heure. Ok, très bien. Et alors, une question qui rejoint celle de tout à l'heure concernant l'infirmière scolaire, mais on va la poser tout de même. Est-ce que la psychologue scolaire a eu un rôle à jouer dans ce projet? Alors, on a une psychologue scolaire qui vient une après-midi par semaine. Et en fait, au même titre que l'infirmière, elle a regardé le projet, elle en avait conscience, mais elle n'est pas intervenue. Très bien. Mais au contraire, ça serait certainement quelque chose à faire nourrir encore ce projet. Alors, je pense être arrivé au bout des questions. Il y avait une personne qui nous demandait si elle pouvait vous contacter par mail euh, pour échanger sur votre projet. Bon, oui, je pense, oui. Enfin, oui, pas de souci. D'accord, très bien. Pas de Ok. problème. Je ne sais pas si je dois le donner là parce que je ne sais rien. C'est une bonne question. Non, non, mais ce qu'on va faire, c'est que alors je ne sais pas si tout le monde a mon contact, mais à ce moment-là, ils passeront par moi et puis je leur transmettrai le mail. Voilà. D'accord. Quel est le mail? Je vais vous donner le mien plutôt. C'est vrai que j'ai peur de surcharger. Enfin, j'en sais rien. Oui. Voilà. Comme ça. Alors, projet Si en je peux me Afrique, per- c'est intéressant. je vois quelqu'un qui a mis un prof heureux peut changer le monde. Et ça me fait à la fois sourire et mais je pense que c'est une évidence. On en est tous d'accord que l'enthousiasme, la dynamique de l'enseignant a un rôle énorme. Et quand on parlait de la gestion des émotions tout à l'heure du côté des enseignants, ben, je pense qu'elle passe par là. Elle passe par l'enthousiasme qu'on peut donner. Mais j'ouvrirai aussi sur le fait, à la conférence d'hier soir, ça a été dit, je pense qu'il faut aussi ne pas se cacher, c'est-à-dire que dire à ses élèves, quand on vit quelque chose de pas facile en tant qu'enseignant, bah, pourquoi le cacher à nos élèves? Et en fait, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans mes pratiques, c'est que si ça s'est mal passé avec une classe auparavant, ou si je ne suis pas dans un état d'esprit, on va dire, très, très, très ouvert ou très disponible, bah, je le dis et je ne cache pas mes émotions en leur disant, bah, là, écoutez, c'est compliqué pour telle ou telle raison, je m'en excuse avant, on va essayer que ça se passe bien. Et en général, les élèves sont très compréhensifs. Donc à la fois un prof enthousiaste, c'est favorable, mais je pense aussi qu'il faut savoir partager ses émotions avec ses élèves de la même façon qu'on leur demande en fait. Voilà. Bah, écoutez, s'il y a d'autres questions, on peut les prendre tout de suite sur le chat. En tout cas, D'accord. moi, j'ai épuisé toutes les questions qui avaient été posées a priori. Bon, bien. Merci beaucoup pour ce partage intéressant, nous dit Hortense. Ça donne, et ça suscite effectivement la curiosité et donne des idées. J'espère qu'on pourra peut-être partager ces livrets-là, qui pour l'instant, voilà, mais le partager, ça veut dire qu'il faut le finaliser, il faut vraiment faut repeaufiner tout, donc c'est pas simple, mais on l'a déjà demandé, mais je verrai si on y arrive, pourquoi pas. Si je peux me permettre un mot de la fin, je ne veux pas être Oui, pompeux, mais je remercie vraiment mes pardon, Claire. collègues. Je remercie vraiment mes collègues qui ont pris part à cette recherche parce qu'elle n'aurait pas existé sans eux et cet enthousiasme dont j'ai essayé de vous faire partager, vraiment, enfin, mes collègues et la direction, enfin tous ceux qui vont avec, c'est pas mon projet, c'est vraiment le projet d'une équipe. Et ça, On c'est l'a bien peut-être. compris avec les quatre
les D'accord. 4 éléments facilitateurs cardinaux que vous aviez mis avec la boussole et Tout à surtout fait. les 3 autres. C'est bien ça. Mm. Ok. Effectivement, non, c'est vrai que vous l'avez bien dit, c'était d'un côté la direction, d'un côté les collègues. Mm. Voilà, les élèves aussi, bien sûr, ne sont pas pour rien. Les parents, enfin, c'est un ensemble. Bon, je pense que ça a Ouais. été bien compris, j'espère.